il avait été interdit de voyager. Et lorsqu'il est venu nous voir, il nous a indiqué la même chose. Et c'est là où vous comprendrez l'utilité de mon intervention. C'est qu'au moment où il vient me voir pour que j'intercède, ma première question c'était de savoir quel était l'acte qui vous avait été opposé, justifiant que vous ne puissiez pas sortir du territoire. Il dira aisément qu'il n'y avait aucun document. Vous savez, l'avocat que je suis, je ne peux travailler que si je dispose d'un élément objectif. Ces formalités au niveau de Air Afrique, de Air France, excusez-moi, n'ont pas eu de difficulté. Il était bien réservé. Les amendes qu'on devait payer du fait du retard étaient payées. Et donc, on s'acheminait pour aller accomplir les formalités de police. Et c'est en ce moment-là que le protocole du ministre est interpellé en présence de l'huissier pour se voir dire qu'il est impossible que le ministre voyage. Évidemment, ce que l'on voulait, on l'a eu. En ce moment-là, l'huissier se présente et demande qui est à l'origine d'un tel ordre. L'huissier a fait un constat que je vais vous lire très rapidement. Cher maître, je vous dis alors, c'est un certain colonel Ibata, colonel Henri Francis Ibata. Et donc, l'huissier fait son constat, voilà ce qui lui est dit. Cher maître, je vous dis tout simplement que je suis aux ordres et je vous demande de vous rabattre à ma hiérarchie. Ce sont des instructions. Voilà tout ce que l'huissier a pu obtenir, non pas d'écrit formel, mais ce qui a été dit oralement. Ce qui veut dire que les ordres dans l'administration congolaise se font oralement. Alors c'est une administration qui doit être écrite. Parce que le destinataire de l'ordre doit être à mesure de l'opposer à la personne qui veut se prévaloir d'un quelconque droit. Alors, pour vous dire combien est-ce que cela est illégal et arbitraire, je vais commencer par vous lire la Constitution qui fait tant de bruit aujourd'hui, qu'on a aimé hier, qu'on n'aime plus aujourd'hui. Même si ce n'est pas d'actualité, mais c'est toujours bien pour voir l'histoire. L'article 22 à son temps disait « Tout citoyen jouit de la liberté de circulation sur le territoire national. Tout citoyen a le droit de choisir librement son lieu de résidence. Il a le droit de sortir librement du territoire national. S'il ne fait l'objet des poursuites judiciaires et d'y revenir. » Ça, c'est notre ancêtre 92. Notre bébé de 2002. Notre bébé de 2002, c'est l'article 16. Tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national. Il a le droit de sortir librement du territoire national s'il ne fait l'objet des poursuites pénales et d'y revenir. 92, on a dit poursuite judiciaire. 2002 dit poursuite pénale. Alors, l'article 16 donc le dit expressément, ça consacre donc là un droit fondamental d'aller et venir. Ce droit fondamental est renforcé par l'article 9 de la même Constitution. La liberté de la personne humaine est inviolable. Et tout ceci va être couronné, s'il vous plaît, par la Charte africaine de droits de l'homme
par la Charte africaine des droits de l'homme qui consacre les mêmes droits. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. C'est l'article 12 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est donc supérieure à la Constitution. Toute personne, ratifiée bien sûr par le Congrès, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publique. Donc vous voyez que tour à tour, aussi bien la Constitution de 2002 que la Charte africaine consacre en lettres d'or la liberté de circulation. Mais permettez-moi quand même de vous lire l'article 10 de la Constitution de 2012. Tout citoyen, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits humains et des libertés publiques. Voilà donc à peu près l'arsenal juridique qui consacre la liberté de vous et moi, de nous tous, sur l'ensemble de ces territoires. Chacun de nous est titulaire de ces droits que je viens d'indiquer. Chacun de nous, à quelque degré, à quelque poste on puisse nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour le ministre Nzonzi? Nous voilà depuis 7 mois, il ne peut pas voyager pratiquement. Et lorsqu'il va à l'aéroport, on dit, monsieur, vous ne pouvez pas voyager, quel motif? Ah, je vous l'ai lu aujourd'hui, puisque maintenant on a un document, ce sont les ordres de la hiérarchie. Alors, question, quelle est cette hiérarchie qui peut avoir le pouvoir et le droit de violer outrancièrement les dispositions autant constitutionnelles que conventionnelles de la Charte africaine? Alors, je vais le répéter, que ces droits ne peuvent être restreints momentanément que par une décision de justice. Alors, quelle est donc la hiérarchie qui s'est auto-conféré ce pouvoir et ce droit de violer les droits subjectifs garantis par la Constitution de la Charte africaine de M. Nzonzi, citoyen congolais, qui a tous ses droits civils, qui, en tout cas, au moment où je vous parle, ne fait l'objet d'aucune quelconque poursuite judiciaire. Ben, il faut quand même qu'on arrive à démêler. Alors, est-ce que ça peut être la DGST? Je vous dis, la DGST n'a pas le droit, donc son directeur éventuellement n'a pas le droit ni le pouvoir d'interdire à qui que ce soit de circuler librement à l'intérieur du pays et de sortir du territoire parce que cela ne relève pas de sa compétence. Et même si elle a la compétence, il ne peut pas avoir le droit de s'auto-saisir pour interdire quelqu'un de voyager. Parce qu'il faut aussi le savoir, les autorités policières et militaires sont subordonnées aux civils. Et ça, c'est la Constitution de la République. Donc, ça ne peut pas être de DGST. Le ministre de l'Intérieur, non plus. Il n'est pas titulaire d'un tel pouvoir. Autrement, la Constitution le dit. Mais si on prend le DGST, donc le directeur de la DGST, on prend le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous pensez qu'on atteint le sommet de la hiérarchie? Ces deux personnes ne peuvent pas se permettre de restreindre la liberté de circuler d'un individu alors qu'il ne détient aucun pouvoir à cet effet.
si ce que je dis ne rencontre pas l'assentiment des uns et des autres, vous me connaissez d'habitude, ce que je dis, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord, qui pensent que le DGC et le ministre de l'Intérieur sont investis d'un pouvoir pour violer les droits fondamentaux d'un Congolais, je demande simplement un débat à la télévision nationale. C'est aussi simple que ça. Qu'ils apportent le texte qui leur permet d'interdire n'importe quel Congolais, en l'espèce M. Nzon, de circuler librement et de sortir du pays. Alors, je ne peux pas faire autrement que de dire que le sommet de la hiérarchie, c'est le président de la République. L'ordre a été donné par le président de la République. Mais c'est de temps vrai que vous voyez bien que cet ordre n'est pas écrit. Pour que le cadre supérieur, qui est au bas de l'échelle, soit mis en difficulté pour assumer cet ordre, qui est un ordre illégal, et qu'il est obligé d'assumer en disant « Ah, je n'ai plus rien, c'est la hiérarchie ». Alors que, si l'ordre était écrit, qu'est-ce qui aurait pu être ça? C'est de lui opposer le document. Il dit « Ah, monsieur Nzon, moi, je ne suis pour rien, je vous donne le document, vous en faites, c'est un acte administratif, une décision administrative, ça peut justifier éventuellement que M. Nzon saisisse les juridictions pour exercer le pouvoir éventuellement. Mais là, l'ordre n'est pas écrit. Donc, celui qui doit assumer, c'est celui qui est au bas de l'échelle, qui est choisi d'ailleurs de façon tribale, pour qu'il garantisse leur pouvoir. Parce qu'il ne peut pas faire remonter, il va vous dire, ah, c'est la hiérarchie. Alors, ça remonte, parce que quand même, M. Nzon n'est pas n'importe qui, tout le monde le sait. On ne peut pas dire aujourd'hui, après que M. Nzon ait fait une conférence de presse, que personne n'est au courant qu'il s'est passé une telle chose. Donc, le premier citoyen de ce pays est bien informé. Alors, moi, ma question, c'est que, est-ce que, lorsqu'on est président de la République, avec un pays où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas, où les universités sont délabrées, où le pouvoir d'achat des Congolais est médiocre, vraiment, tout ce que l'on pourrait avoir à faire, c'est de veiller sur un individu qui doit voyager, qui doit pas voyager. Est-ce que vraiment la charge de la présidente de la République est si faible à ce point pour s'intéresser à un seul qui doit voyager? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment important au point qu'un président de la République qui a tellement de charges puisse mettre dans son agenda, tiens, ah, il y a un seul qui doit voyager, il doit pas voyager. Amen. En fait, moi, ça me paraît quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais si c'est le cas, je vous ai lu tout à l'heure l'article 9, Code noir. Voilà ce que vous êtes encore. Et je vais vous lire ce que l'on disait de nos amis. L'article 44, par exemple. Code noir. Rappelez. Déclarant que les esclaves sont des meubles. Donc les êtres humains que nous sommes. Nous sommes. Est-ce que c'est différent de ce que nous vivons maintenant? Si quelqu'un peut donner un ordre à un autre qui sait pertinemment que c'est illégal, mais qui le fait quand même exécuter, alors que la Constitution l'interdit, est-ce que nous sommes loin du code noir? Non, on n'est pas loin. Mais je vais vous dire encore une chose. Moi, j'étais très jeune, la plupart d'entre nous ici. Vous savez que quand le président de la République actuelle prend le pouvoir
il n'y avait pas encore de portable. Aujourd'hui, vous avez l'impression que le portable, c'est quelque chose qui a toujours été fait. Non, il n'existait pas encore de portable. Pratiquement le portable. Lorsqu'il est en train d'exercer du pouvoir, le portable sort. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement un jeu. Vous voyez le bon en avant qu'a fait le blanc. Entre le moment où il a pris le pouvoir, ça n'existait pas. Jusqu'à maintenant. Et nous en sommes encore à l'idée qu'il faut interdire les choses de voyage. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le plan par le portable a fait hausser son économie et nous en sommes encore à violer les textes. Quand est-ce qu'on va démarrer? Voilà. Pour dire simplement ceci, qu'on peut désormais se poser des questions et on n'a pas peur de se les poser. Est-ce que nous avons élu un président de la République ou un bureau? Est-ce que nous avons élu un légaliste ou un condamné? Est-ce que nous avons élu un démocrate ou un tyran? On doit quand même savoir. Parce que notre vie en commun, il dépend. Notre liberté, il dépend. Si un individu tout seul peut mettre en péril la liberté des uns et de nous tous, sur sa simple volonté, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'on nous dise donc que nous sommes devenus des esclaves? Comme ça, on sait au moins quel est notre statut. Qu'on s'acharne encore à venir faire de conférences de presse au motif de quoi il y a un Congolais qui n'a pas voyagé. Est-ce que vous trouvez ça décent? Qu'on fasse une conférence de presse parce qu'il y a un Congolais qui n'a pas voyagé. Alors que nous avons des textes clairs. Mais ceci ne s'applique pas qu'à M. Maison. Je pense que vous êtes au courant. Maître Mbemba ne voyage pas. Il est interdit de voyager. Et si vous allez à l'aéroport, et ce qui est curieux, et vous voyez combien parfois c'est aberrant. Et c'est dégoûtant. Est-ce que vous savez que quand la personne arrive à l'aéroport, qu'on lui dit monsieur vous voyagez, donc il a payé son billet, psychologiquement, il a préparé son voyage, il va partir, et on lui dit ah monsieur, mais vous êtes journaliste, vous voyagez. Est-ce que c'est avoir du respect pour le Congolais que nous sommes? Qu'est-ce que ça coûte si la personne ne doit pas voyager? De lui notifier à son domicile régulièrement. S'il a besoin de recours à exercer, il exerce les voies de recours. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des choses correctement pour que la personne exerce ses droits? Mais on ne peut pas le faire parce que l'on sait soi-même qu'on est dans l'illégalité. Mais un ordre illégal qui ne serait pas écrit, dans lequel on dirait un tel ne doit pas partir, ne doit pas voyager, c'est un ordre illégal. Et donc, si M. le ministre Nzo dit d'ici quelques jours qu'il veut entreprendre de voyager, je l'accompagnerai à l'aéroport. Si les militants que vous êtes, vous vous sentez à même de l'accompagner, eh bien nous l'accompagnerons tous pour qu'il voyage, ou du moins qu'on nous oppose à un titre régulier qui soit un titre judiciaire. Alors, aujourd'hui, est-ce que le changement de la Constitution qu'on nous demande, c'est pour arriver à toujours faire les mêmes choses? Continuer d'arbitrer? L'arbitraire que j'ai vécu avec l'affaire Tchou, l'arbitraire que nous avons vécu le 16 décembre, quand on va bombarder ces individus, c'est pour continuer la poursuite de l'état arbitraire. C'est pour ça le changement de la Constitution. Et somme toute, vous le comprendrez bien, qu'ils ne vont pas rembourser ce billet-là. Ça manque d'élégance. Ce qui manque d'élégance est synonyme de l'arbitraire. Qui gouverne trop, gouverne mal. Qui gouverne trop longtemps devient intime. J'en ai fini.